Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, vous l'avez vu, la neige est tombée et la Nissan Leaf qui est derrière moi, évidemment, est remplie de neige. Je l'ai glissée au garage il y a quelques minutes à peine. On fera un test hivernal un peu plus exhaustif au cours de la semaine prochaine et vous aurez la chance de la voir à Salut Bonjour dimanche le 23 novembre prochain où j'en ferai une chronique après avoir conduit, évidemment, par temps froid avec la voiture et après avoir effectué un Montréal-Québec pour voir quelle est l'autonomie réelle de cette voiture-là dans des conditions on peut considérer comme hivernales. Ça ne veut pas dire qu'il va faire moins 15, moins 20 degrés, mais à tout le moins, on va savoir ce que cette voiture-là est capable de faire dans un contexte qui n'est pas idéal parce que les chiffres sont très impressionnants au niveau de l'autonomie initiale, mais qu'en est-il de l'autonomie réelle dans le contexte d'une utilisation hivernale au Québec? Ça, c'est une autre histoire. Bon, évidemment, on va parler beaucoup de Nissan cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez ce constructeur-là. Alors, on se concentre cette semaine sur Nissan, qui doit composer avec des situations pas toujours évidentes. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture de grand luxe a été commercialisée par Hyundai avant l'arrivée de la Genesis G90 sur le marché nord-américain? La réponse est la Hyundai Equus, une voiture qui a été vendue en Corée sous 2 générations. On a eu droit à la seconde et évidemment à un modèle revampé de la seconde génération parce qu'on ne l'a eu que pendant 4 ans. Une Hyundai Equus qui était dotée d'un moteur V8 5 litres de 429 chevaux, voiture propulsée, qui s'est vendue évidemment au compte-gouttes parce que peu de concessionnaires Hyundai avaient droit de vendre la Hyundai Equus, une voiture qui demandait évidemment une spécialisation et qui aujourd'hui ne vaut pas grand-chose sur le marché d'occasion. Vous serez en mesure de trouver une Hyundai Equus 2012, 13, 14 en bonne condition à moins de 100 000 km pour moins de 15 000 alors que c'était des voitures qui étaient vendues à plus de 80 000 et l'équivalent aujourd'hui, c'est la Genesis G90, la voiture que je vous présentais la semaine dernière, qui oscille autour des 120 000 une voiture qui a évolué, qui n'est pas plus puissante nécessairement que l'ancienne Hyundai Equus, mais qui est clairement plus raffinée et qui donne la réplique de belle façon aux voitures de luxe allemandes, en l'occurrence la BMW de série 7, la Mercedes de classe S, l'Audi A8 et voire même la Porsche Panamera, même si la Genesis G90 n'a pas du tout la même vocation. Revenons donc à Nissan qui lance ces jours-ci le Rogue Rock Creek 2026, un véhicule que j'ai pu conduire tout récemment, version à saveur un peu plus aventurière du Rogue, mais ce n'est que cosmétique. On a ajouté des pneus hors route évidemment sur le véhicule, mais sinon, on n'a changé que son style, les éléments techniques demeurent les mêmes et c'est la déception de cette version-là qui a quand même un beau look et qui risque de connaître un certain succès chez nous, justement parce que sur le plan esthétique, ça se distingue un peu. Mais là, ça arrête ses avantages. C'est une version dont l'équipement se compare à celui d'une version SV essentiellement, mais évidemment avec un habillage extérieur un petit peu plus intéressant. Et ça permet à Nissan justement de rivaliser avec un Honda CR-V Trail Sport, un RAV4 Woodland, ce genre de produit-là, même si on n'a pas de grande capacité avec le Rogue. Et évidemment, cette nouveauté-là arrive en attendant qu'on assiste à la seconde nouveauté de 2026 dans la gamme Rogue, c'est-à-dire l'arrivée de la version PHEV hybride rechargeable qui donnera la réplique, bien sûr, au nouveau RAV4 hybride rechargeable, mais aussi à Mitsubishi. Mitsubishi qui prête sa technologie à Nissan. On sait que le Outlander utilise la base du Nissan Rogue. Et bien là, c'est le Outlander PHEV qui prête sa mécanique, sa technologie au Nissan Rogue 2026 qui sera offert en version hybride rechargeable avec une mécanique combinant moteur électrique et 4 cylindres d'origine Mitsubishi 2,4 litres. Ça fait 248 chevaux de puissance maximale combinée et on s'attend à une autonomie estimée à 60 km en tout électrique, après quoi on tombe en mode hybride. Et ça sera un modèle de transition puisqu'on sait que Nissan renouvellera complètement le Rogue pour l'année modèle 2027, produit qui sera dévoilé en fin d'année 2026. Un véhicule qui, cette fois, aura droit à une technologie hybride qui a fait ses preuves chez Nissan depuis plusieurs années sur d'autres continents. On l'appelle e-Power
Essentiellement, le mode de fonctionnement de cette technologie, c'est qu'on a un petit moteur à essence qui sert de génératrice pour alimenter une batterie qui, elle, va permettre à un moteur électrique de fonctionner et de faire tourner les roues du véhicule, un véhicule à 4 roues motrices, une technologie qu'on a intégrée tout récemment dans la nouvelle génération du Qashqai qui est vendu à l'international et qu'on greffera au Rogue de prochaine génération qui sera vendu chez nous à compter de 2027. Et à partir de ce moment-là, on éliminera forcément la version hybride rechargeable qui sera un modèle de transition, mais qui permettra à Nissan d'aller chercher une nouvelle catégorie d'acheteurs qui est très mal servie en ce moment par l'unique motorisation du Rogue, qui est un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,5 litres, peu convaincant. Autre nouveauté chez Nissan cette année, c'est évidemment la Sentra qui se renouvelle. La Sentra, on élimine, on s'en attendait malheureusement, la boîte manuelle. Il ne reste donc qu'une version en moteur 2 litres, le même moteur que vous allez retrouver sous le capot du Nissan Kicks de nouvelle génération. Ça fait 149 chevaux dans le cas de la Sentra, donc pas de modification par rapport à l'ancienne génération. C'est la même plateforme également, mais l'habillage est nouveau, l'habitacle est nouveau, planche de bord numérique, on s'y attendait, voiture qui est mieux insonorisée, plus stable, j'ai pu la conduire, c'est quand même assez convaincant. Ça sera très frugal, c'est jumelé à une boîte CVT d'emblée et 3 niveaux de finition, S, SV et SR. La SR ayant un habillage plus sportif, mais aucune prétention sportive supplémentaire par rapport aux autres versions. Et cette voiture-là arrivera sur le marché au début du mois de janvier. On dévoilera les prix d'ici quelques semaines, mais malheureusement, il y a une seule motorisation dans la Sentra et ça sera donc difficile pour Nissan de rivaliser efficacement avec Hyundai, avec Honda, avec Toyota qui vont proposer différents choix de motorisation, différents choix de carrosserie également, alors que la Sentra, c'est uniquement une berline. Alors, disparue la version à boîte manuelle qu'on offre encore en 2025, une des rares encore disponibles sur le marché. Mais la Sentra pour Nissan, ça sera un modèle d'importance. Pourquoi? Parce qu'on élimine les deux véhicules les moins chers chez Nissan en 2025. Le Kicks-Play disparaît, la Versa également. On en est au dernier balbutiement de ces deux modèles-là et après quoi, ça sera disparu. Alors, pour 2026, le produit le moins cher chez Nissan, ça sera la Sentra S qui devrait être vendue autour des 27 000 $ selon nos estimations. On verra quels seront les prix d'ici quelques semaines lorsque ça sera dévoilé. Mais évidemment, on perd une catégorie d'acheteurs en éliminant la Versa, le Kicks-Play, malheureusement. On va tenter d'offrir des modalités de financement de location plus alléchantes sur le Kicks de nouvelle génération, sur la nouvelle Sentra, mais il faudra travailler très fort pour ne pas perdre ces acheteurs-là qui voulaient avoir un véhicule plus abordable, ce que Hyundai continuera d'offrir avec, par exemple, le Venue, qui sera renouvelé, qui aura droit à une nouvelle génération pour notre marché. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence le fait que derrière moi, il y a une Leaf de nouvelle génération, la Leaf qui fête ses 15 ans d'existence. Première voiture électrique de grande diffusion à avoir été commercialisée à l'échelle mondiale. Alors, c'est une voiture qui a fait un bon bout de chemin. On a perdu des parts de marché importantes en la laissant un peu aller du côté de chez Nissan et on la renouvelle cette fois pour une seconde fois. C'est la 3e génération. On la considère comme un VUS chez Nissan. Ça me fait un peu rire parce que le véhicule est plus court et moins haut que le modèle qu'on vient remplacer. Mais cette fois-ci, on veut le vendre comme un VUS parce que les Américains aiment donc ça. C'est complètement stupide. Cela étant dit, que vous considériez ça comme une voiture ou un camion, c'est un véhicule qui est certainement plus moderne et plus convaincant que le modèle qu'on vient remplacer. Un véhicule qui est doté, d'un système de préconditionnement de la batterie de 75 kWh. Il existe sur d'autres marchés une batterie de 52 kWh. On n'y a pas droit chez nous au Canada. Il faut savoir que c'est une voiture qui est uniquement à roue motrice avant. Alors, durant l'hiver comme ça, ça patine un peu en accélération, même en accélération modérée, parce qu'évidemment, tout le poids se dirige vers l'arrière en accélération, un peu comme dans le cas d'une Chevrolet Bolt, et ça fait en sorte que les roues patinent légèrement. Mais bien chaussée, c'est une voiture qui est capable quand même de bien se débrouiller durant la saison froide. Et c'est une voiture dont l'autonomie annoncée atteint 488 km/h.
km. Pas mal plus convaincant que ce qu'on avait avec la précédente génération qui était à 348 km. Mais évidemment, 488 km, pardon, c'est avec la version S+. Et dès qu'on passe à la version SV, qui est ici, un peu plus lourde, bien, l'autonomie s'en va abaisser cette fois à 463 km. On estime sa consommation énergétique à 16,2 kWh par 100 km. Depuis que je la conduis, c'est-à-dire depuis environ 6 ou 7 jours, j'ai une moyenne de consommation avoisinant les 20,5 kWh par 100 km. On est autour du point de congélation à l'extérieur, alors le chauffage est utilisé et donc la consommation augmente légèrement, ce qui veut dire que je pourrais faire autour de 350 km avec une charge, non pas 450 comme ce qu'on annonce actuellement. Mais évidemment, ça, ce sont dans des conditions idéales. Et comme je le disais en début de chronique, j'aurai la chance d'effectuer un Montréal-Québec avec la voiture pour vraiment voir comment elle consomme, pour aussi découvrir davantage d'éléments concernant son comportement routier qui est plus convaincant. C'est vraiment une voiture plus confortable que par le passé. C'est raffiné, mais ce n'est pas donné. Et c'est là que j'ai un petit bémol. Parce que la voiture qui est ici, ce n'est pas le modèle le plus cher. La version Platinum Plus est vendue à plus de 55 000 $. Ici, on est à 51 650 $ avec l'option de la peinture 2 tons. Évidemment, de ce montant, pour encore quelques semaines, vous pouvez retirer 4 000 $ de subvention gouvernementale ici au Québec, subvention qui passera à 2 000 $ au 1er janvier, mais l'impact sur le prix n'est pas significatif. Et comme c'est un véhicule qui arrive en ce moment sur le marché, bien, très difficile d'être super agressif au niveau des taux de financement de location. On est à 2,9 % en taux de financement en ce moment sur un 72 mois, 4,4 en location. Mais on a mal travaillé au niveau des valeurs résiduelles, ce qui veut dire qu'en location, on n'est pas particulièrement agressif. C'est un peu décevant, mais c'est quand même un produit tout nouveau, tout frais, qui vient d'arriver, qui se démarque par plusieurs éléments, notamment le fait qu'on ait 2 ports de ravitaillement, un port de ravitaillement de niveau 3 NACS pour la charge rapide et un port standard si vous voulez recharger le véhicule à domicile, niveau 1 ou niveau 2. Alors ça, c'est quand même bien pensé. Beaucoup de dégagement, beaucoup d'espace à l'intérieur, un véhicule qui est plus pratique, le coffre est très spacieux. Et il y a quelques éléments de design qui me plaisent, d'autres un peu moins, mais parmi les éléments positifs, notons ces feux arrière qui rappellent ceux de la défunte Nissan 300ZX, le modèle qu'on a commercialisé entre 1990 et 1996. C'est une voiture qui me plaisait beaucoup au coup d'œil et les feux arrière rappellent un peu cette époque-là. Alors, technologie qui est certainement plus intéressante. On verra quelle sera la réponse des consommateurs par rapport à la nouvelle génération de la Nissan Leaf qui va continuer d'être vendue à côté du Nissan Ariya, qui est un peu plus gros, produit qu'on abandonne sur le marché américain, mais qu'on conserve chez nous sur le marché canadien et qui voit ses prix abaisser pour 2026, sauf en ce qui concerne la version de base, parce qu'on ne voulait pas évidemment chevaucher les prix de la Nissan Leaf. Et vous allez constater essentiellement, en stationnant les deux véhicules côte à côte, que la Leaf, c'est un peu un bébé Ariya aujourd'hui. Ce pourquoi on le considère comme un VUS. Encore une fois, ça me fait un peu rire. Mais très hâte de voir quelle sera la réponse des consommateurs, parce qu'on va assister à l'arrivée de beaucoup de produits concurrents à la Leaf cette année sur le marché canadien. La Kia EV3 est une nouveauté qui va arriver prochainement, la Chevrolet Bolt également. Subaru et Toyota vont lancer respectivement les Uncharted et CHR, deux véhicules qui sont 100% similaires mais qui sont vendus sous deux bannières. Et évidemment, bien, il y a VinFast qui devrait techniquement arriver avec le VF6, mais ça reste à confirmer. On l'a en démonstration chez les concessionnaires depuis un certain temps, mais quelle sera la date de sa commercialisation, ça c'est une autre histoire. Alors, un produit qui est certainement plus convaincant, ça nous ramène à des véhicules plus rationnels dans le monde de l'électrique, mais évidemment qu'avec des subventions qui sont drôlement moindres et avec l'absence de rabais pour le moment proposé par les constructeurs, bien, la facture demeure quand même assez salée. Pour vous donner une idée, vous allez financer ce véhicule-là et faire des paiements mensuels qui vont avoisiner les 850 $ par mois sur un terme de 6 ans, taxes incluses. Ça commence à faire cher pour ne pas mettre d'essence dans un véhicule qui est quand même assez compact. Le format est d'ailleurs équivalent à celui d'un Nissan Kicks de nouvelle génération. Et même si c'est un produit plus confortable, plus silencieux, plus raffiné, bien, il n'en demeure pas moins qu'on ne le considère pas comme un véhicule de grand luxe, même si la facture est
est comparable à celle d'un Nissan Murano, par exemple. Alors, c'est vraiment un véhicule qui devra faire ses preuves et il faudra vraiment être vendu à l'électrique pour l'adopter parce que la facture n'est pas nécessairement convaincante, à mon avis. Bon, évidemment, on sait actuellement que l'Aria est abandonné du côté des États-Unis parce que c'est un véhicule de fabrication japonaise et qu'il y a des tarifs qui viennent s'appliquer sur ce véhicule-là. Le Canada aussi doit faire face à cette situation. On fabrique du côté de chez Nissan aux États-Unis la camionnette Frontier, le Pathfinder, le nouveau Murano qui est arrivé tardivement. Eh bien, on bloque la porte momentanément à ces 3 véhicules-là du côté de notre frontière parce qu'il y a des contre-tarifs de 25 qui viennent s'appliquer sur ces véhicules-là et ça fait en sorte qu'on ne peut tout simplement plus être compétitif face aux joueurs qui ont des véhicules concurrents à ces modèles-là. Est-ce qu'on pourrait les réimporter à nouveau pour 2026 un peu plus tard? Évidemment, si les lois changent, assurément que oui, mais dans le contexte où on conserverait un contre-tarif, bien, ça voudrait dire que Nissan perd de sérieuses parts de marché. On dit quand même chez Nissan que 80 des véhicules vendus au Canada ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Et ça, il faut comprendre que le Rogue en fait partie. Le Rogue, c'est essentiellement le tiers des ventes de tout ce que Nissan vend au Canada. Alors, pas besoin de vous dire que c'est un produit d'importance. Et je termine avec la question de la semaine. Quel produit Nissan a été commercialisé sous licence par Suzuki en Amérique du Nord avant que le constructeur disparaisse en 2014 du marché canadien essentiellement? La réponse la semaine prochaine.